Bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 novembre 2025 et notre cher ami David Pine est de retour parmi nous. Bon retour David. Salut Nima, ravi d'être de retour avec toi. Permets-moi de commencer, David, par les dernières nouvelles que nous avons apprises de Zelensky. Il a confirmé qu'il rencontrera Donald Trump pour discuter des 28 points. Il semble que la délégation ukrainienne ait eu une réunion avec les Américains et les Européens. Marco Rubio était présent, et qu'ils aient ajusté certains des points. Quelle est ton opinion sur ce qui se passe en ce moment? Et quelles sont les dernières nouvelles concernant le plan en 28 points? Eh bien, permettez-moi d'abord de dire que le président Trump a rendu un grand service en présentant ce plan de paix en 28 points. C'est mardi dernier qu'il a été divulgué, peut-être par Keith Kellogg, qui est sur le départ. Il aurait démissionné et quitterait son poste d'envoyé spécial des États-Unis en Ukraine en janvier. Cela semblait être une démission de protestation, car il n'aimait pas le plan de paix. Dans mon dernier article sur mon Substack Real War, à l'adresse depine.substack.com, j'ai supposé que la Russie accepterait probablement 25 de ces points. Il n'y en avait que 3 essentiels qu'elle rejetterait. Mais la dernière nouvelle, c'est que Rubio, en gros, hier, l'Ukraine et les dirigeants de l'UMA se sont réunis et ont élaboré leur propre plan de paix alternatif en 28 points. Et ce plan était vraiment inacceptable pour la Russie. Il cherchait essentiellement à saboter et à détruire toute chance de paix que Trump poursuivait, bien que de manière incohérente, très incohérente en réalité, seulement par brève période. Pendant les 3 premiers mois, de la fin janvier au début mai, il plaidait pour la paix, puis il a commencé à pencher du côté néoconservateur. Ensuite, lors du sommet de la paix d'Anchorage le 15 août, et pendant une grande partie du mois d'août, il s'efforçait de nouveau d'obtenir la paix. Il a conclu un accord avec Poutine, selon lequel la Russie accepterait un cessez-le-feu en échange du transfert de la région du Donbass occidental, ou plutôt de la région de Donetsk, à la Russie. Et puis cette dernière proposition, vous savez, était très constructive. Elle a été reçue très favorablement par le président russe Vladimir Poutine. Mais ensuite, les dernières nouvelles indiquent que Rubio et probablement son homologue, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, se sont rencontrés et ont retiré tous les points que Zelensky n'aimait pas. Et maintenant, on en revient au plan de Zelensky. Exactement comme lorsque, vous savez, Trump a rencontré Zelensky à la Maison-Blanche le 17 octobre et lui a dit que l'Ukraine allait perdre. Et Trump, ou plutôt la Russie, avait une proposition de paix très raisonnable à offrir. Cela aurait été très bénéfique pour l'Ukraine si Zelensky l'avait signé. Sinon, l'Ukraine allait être détruite. Et maintenant, vous savez, l'histoire ne cesse de se répéter. Cette administration agit presque de manière bipolaire. Elle fait de grands gestes grandioses pour la paix. Trump y est tout à fait favorable. Il semble peut-être faire pression sur Zelensky pour qu'il fasse quelque chose, puis en 3 jours ou moins, il abandonne tout. Vous savez, il y avait une date limite jusqu'à hier. Trump avait fixé une échéance à Thanksgiving pour que Zelensky accepte la proposition. Sinon, l'aide américaine serait coupée. C'était clairement implicite à la fois du côté américain et dans le message vidéo de Zelensky, qui semblait très sobre. Il a déclaré que c'était un moment critique pour l'Ukraine, peut-être le plus dangereux qu'elle ait jamais connu, où, en somme, l'Ukraine devrait soit renoncer à sa dignité en acceptant le plan de paix de Trump, soit perdre le soutien d'un partenaire clé, ce qui, bien sûr, faisait référence aux États-Unis. Et maintenant, avec ce plan de paix en 19 points, les changements apportés signifient essentiellement que le Donbass ne sera plus cédé à la Russie. Cette question est repoussée à plus tard.
toutes les limites concernant la taille de l'armée ukrainienne. Selon mes estimations, moins de 200 000 soldats d'actifs restent sur le champ de bataille. Dans le plan de Trump, il s'agissait de 600 000 afin qu'ils puissent tripler la taille de leur armée. Dans le plan de l'UAV4, il s'agissait de quadrupler la taille pour atteindre 800 000. Et maintenant, Rubio a accepté de supprimer toutes les limites concernant la taille de l'armée ukrainienne ou de ses systèmes d'armes, ce qui, vous savez, retire l'une des 3 principales exigences de la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine et cherché immédiatement la paix avec elle. Ces exigences étaient la dénazification, la démilitarisation et la neutralité de l'Ukraine. Et je pense que même la question de l'adhésion à l'OTAN, oui, c'était l'autre grand sujet, a maintenant été retirée du plan de paix en 19 points. Autrefois un plan en 28 points, il n'en compte plus que 19. Ainsi, l'adhésion à l'OTAN reste incertaine. Elle ne fait partie d'aucun accord. Et maintenant, ils vont présenter cela à la Russie. Et la Russie, bien sûr, va immédiatement le rejeter. Ensuite, tout le monde blâmera la Russie pour avoir refusé la paix après que Poutine a dit « Oui, nous aimions le plan de paix de Trump ». Maintenant, ils ont retiré toutes les parties qui étaient acceptables pour la Russie. Et il est clair que, d'après le modus operandi précédent de Trump, il va intensifier la guerre et reprendre la vente de missiles de frappe à longue portée. Des missiles de croisière lancés depuis les airs, tirés depuis des F-16 ukrainiens qui seraient pilotés par d'anciens pilotes de F-16 de l'US Air Force, pour frapper en profondeur la Russie, peut-être même dans l'oblast de Moscou. C'est une terrible nouvelle que nous avons apprise aujourd'hui, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui nous avons appris dans le Washington Post qu'un des responsables à Washington leur a dit que Donald Trump n'était pas très impliqué dans la préparation de ce genre de documents. C'est assez incroyable. Qui s'en occupe vraiment, David? Quand on regarde cette administration, je ne vois pas J.D. Vance très impliqué. Alors qui l'est? Marco Rubio est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. Et vous avez mentionné Keith Kellogg. Apparemment, il veut démissionner. Mais qui d'autre participe, qui prépare ces documents et qui en décide? Vous savez, en ce moment, ils ont publié un plan en 28 points. Et comme vous l'avez mentionné, il a été réduit à 19 points. Donc, je pense que l'un des principaux objectifs concernait la taille de l'armée ukrainienne, qui comptait 600 000 hommes. Aujourd'hui, je parlais avec Paul Craig Roberts, et il disait que même 600 000 serait trop pour que la Russie l'accepte. Et vous voyez, tout à coup, il retire ses points. Alors selon vous, qui est derrière tout cela? Et qui va faire pression sur Zelensky? Eh bien, le problème, c'est que l'administration Trump est profondément divisée entre l'aile néoconservatrice, dirigée par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui comprend l'ambassadeur auprès de l'ONU Mike Waltz et John Ratcliffe, le directeur de la CIA. Il y a des informations selon lesquelles le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kane, serait également sur la ligne néoconservatrice. Ensuite, du côté America First, il y a Steve Witkoff, qui a négocié le plan de paix en 28 points avec la Russie, lequel a ensuite été modifié par l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Yuri Ustinov, ou Urimov, je crois. Mais ensuite, il y a aussi, vous savez, Tulsi Gabbard, la directrice de la Défense nationale, et le vice-président J.D. Vance, vous savez, du côté America First. Et quelques autres. Dan Driscoll, le secrétaire de l'armée. Il n'a pas beaucoup d'influence, mais il a été choisi à la place de Pete Hegseth, Tulsi Gabbard ou du directeur de la CIA pour aller à Kiev et dire à Zelensky d'accepter l'accord, pour découvrir qu'un jour ou deux plus tard, peut-être quelques jours plus tard,
Zelensky, vous savez, je crois que c'était mercredi, et nous voilà lundi, 5 jours plus tard. Et Zelensky a obtenu tout ce qu'il voulait avec ce plan de paix en 19 points. Donc Witkoff a rédigé le plan initial, qui était un véritable accord de compromis avec la Russie. Il a été modifié, l'Ukraine y a ajouté quelques clauses empoisonnées. Zelensky a dit qu'il n'allait toujours pas accepter l'accord, même s'il avait, vous savez, eu son mot à dire par l'intermédiaire de son ancien ministre de la Défense sur les termes de l'accord. Et maintenant, en gros, Trump et Rubio ont cédé à tout ce que Zelensky demandait, et il ne reste vraiment plus rien d'une véritable proposition de paix que la Russie envisagerait même de considérer. Cela semble encore pire que le plan de paix rédigé par Keith Kellogg, qui est, vous savez, déjà un néoconservateur, comme nous l'avons mentionné, et qui aurait décidé de démissionner quelques heures seulement après la publication de la proposition de paix mardi. En regardant les 28 points, à mon avis, les éléments clés de ce plan étaient, vous savez, l'un d'eux concernait les concessions territoriales de l'Ukraine, les limitations de son armée et sa relation avec l'OTAN. Je ne sais pas si tous ces points concernant l'OTAN ont été supprimés. Oui, ces 3 points ont apparemment été supprimés, selon le New York Post et d'autres sources. En gros, tout ce que la Russie avait exigé, de manière très constante au cours de l'année et demie écoulée, et certainement depuis sa proposition de juin 2024, a été retiré de l'accord. Il ne reste donc vraiment plus rien à examiner pour les Russes. Vous savez, cette proposition de paix, c'est en réalité le plan Zelensky. Trump a permis à Zelensky de le modifier à sa convenance. Et c'est désormais le plan de paix Zelensky-UFA. Car la seule chose sur laquelle Trump a toujours été cohérent, c'est qu'il cède toujours et se rend unilatéralement aux néoconservateurs, aux dirigeants de l'Union européenne qui veulent une guerre perpétuelle, et bien sûr à Zelensky, dont la dictature même et la poursuite du pouvoir en Ukraine dépendent de la continuation de la guerre. Comment voyez-vous le rôle des Européens dans toute cette situation? Parce que chaque fois que les Européens parlent de Zelensky, je me demande quel est le rôle de Zelensky en ce moment en Ukraine, sans l'aide venant de l'Europe, le soutien qu'ils reçoivent du Royaume-Uni, par exemple, et de l'Allemagne, principalement du Royaume-Uni. Et comment le président des États-Unis perçoit-il Zelensky et son administration? Eh bien, je veux dire, vous savez, nous avons eu quelques indications sur la façon dont le président Trump perçoit réellement Zelensky, car lors de sa rencontre du 28 février avec Zelensky à la Maison-Blanche, ils ont eu une grosse dispute, et elle a été très publique. Puis, le 17 octobre, il a eu une réunion ponctuée de jurons, au cours de laquelle Trump n'a cessé d'insulter Zelensky et a jeté sa carte par terre. Une carte que Zelensky avait apportée pour souligner l'importance des donateurs occidentaux dans la défense de l'État ukrainien. Et vous savez, on pourrait penser que, sur cette base, et pas seulement cela, mais le président Trump, je crois que c'était juste hier, il a été rapporté qu'il avait publié sur Truth Social en disant que l'Ukraine avait été très ingrate dans sa réponse à la proposition de paix, qu'il avait émise si généreusement. Il a dit que c'était la proposition de paix la plus réaliste et probablement les meilleures conditions que l'Ukraine pourrait obtenir de la Russie. Et Zelensky, vous savez, lui a essentiellement fait un doigt d'honneur et a dit « Va te faire voir, nous n'allons pas faire ce que tu veux. Ce sera à ma façon ou rien. » J'ai le soutien de Starmer du Royaume-Uni, de Macron de France et de Merz d'Allemagne, et nous allons simplement nous liguer contre toi. Tu prétends être une superpuissance, mais tu cèdes toujours face à nous. Alors eh bien, ce sera à notre façon.
Vous savez, toute la guerre en Ukraine tourne autour de l'OTAN et de son expansion. Et après 4 ans de guerre, vous n'êtes toujours pas capable d'inscrire dans votre document que l'Ukraine ne peut plus faire partie de l'OTAN, qu'elle ne peut même pas être envisagée. Comment est-il possible de négocier avec les Russes dans ces conditions? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Marco Rubio, par exemple, quand il va et accepte cela. Eh bien, c'est tellement drôle, parce que je viens d'entendre Rubio, je crois que c'était plus tôt ce matin. Il y avait une citation que j'ai vue publiée sur X, où il affirmait ne rien savoir d'une contre-proposition européenne en 28 points. Peut-être que c'était d'hier soir. Mais tu sais, waouh, les nouvelles vont vite. Je veux dire, Rubio a déjà approuvé, il y a à peine 1 heure ou 2, selon le New York Post et d'autres médias, qu'il avait déjà accepté les conditions de Zelensky, après avoir prétendu ne rien en savoir aussi récemment qu'hier soir. Donc oui, Rubio part un peu dans tous les sens. Il est très incohérent. C'est vraiment lui le principal problème. Le principal obstacle à la paix a toujours été Rubio au sein de l'administration. C'est lui qui, selon les informations, a fait échouer le sommet de Budapest. C'est lui qui a convaincu Trump de l'annuler. Il est, tu sais, vraiment une épine dans le pied de Trump. C'est une approche très America Last, Ukraine First, Israel First. Et il veille à ce que l'agenda de paix de Trump, du moins en ce qui concerne l'Ukraine, ne réussisse jamais. En conséquence, le monde fait face à une menace accrue de Troisième Guerre mondiale, quelque chose que nous n'avons pas connu en tant que pays depuis la crise des missiles de Cuba. Je crois que ton micro est coupé. Si l'on part du principe que l'administration Trump essaye de s'entendre avec les Européens, ou d'une certaine manière d'accepter ce dont parle Zelensky, est-il possible pour l'Ukraine de... Enfin, je ne sais même pas si l'Europe est en mesure de laisser l'Ukraine entrer dans l'Union européenne dans les conditions actuelles, car l'économie ne fonctionne tout simplement pas. Tout vient d'autres pays, des Européens, des États-Unis, en matière d'armes, et leur économie s'effondrerait si les États-Unis cessaient de leur envoyer du soutien. Alors, quel est le problème avec l'administration Trump? Vous avez mentionné Rubio, mais pensez-vous que Donald Trump ait une quelconque influence sur les Européens? Le ressentez-vous? Trump dispose d'un pouvoir de pression considérable sur l'Ukraine et les Européens. S'il menaçait de quitter l'OTAN demain, les dirigeants de l'UMBL accepteraient simplement tout ce que Trump dirait. Quel que soit l'accord de paix, même s'il cédait 50% de l'Ukraine, je pense que les dirigeants européens diraient « Eh bien, nous devons accepter cela. Sinon, les États-Unis quitteront l'OTAN et nous serons sans défense face à une invasion russe. » Donc, vous savez, Trump s'est vanté, combien de fois déjà, 53, qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. La vérité, c'est qu'il aurait probablement pu le faire. Peut-être pas en 24 heures, mais probablement en 72 heures. Vous savez, 3 jours de réunion avec Poutine, avec lui-même, ou probablement J.D. Vance, ou même Tulsi Gabbard d'ailleurs, si elle avait eu le pouvoir potentiel de négocier les conditions qu'elle jugeait les meilleures pour les États-Unis, ou simplement avec les retours de Trump et Vance, ils auraient pu mettre fin à cette guerre destructrice et inutile dès la première semaine du second mandat. Et le plus fou, c'est que Trump continue de publier sur Truth Social en disant que cette guerre n'aurait jamais commencé s'il avait été président en 2022. Et il a raison. Pourtant, il a fait sienne la guerre de Biden. Il l'intensifie avec enthousiasme en envoyant des missiles à longue portée, comme je l'ai mentionné, et en imposant des sanctions encore plus massives que celles que Biden avait envisagées. Donc, après avoir affirmé que Biden était sur le point de déclencher la Troisième Guerre mondiale, il fait exactement la même chose. En même temps, il mène une offensive diplomatique avec la Russie
qui est très rafraîchissante pour Biden. Ainsi, d'un côté, sur le plan militaire, il intensifie le conflit. De l'autre, il essaie de le désamorcer. Et ces deux politiques ne s'accordent tout simplement pas, car plus Trump intensifie la guerre, plus il envoie des missiles et des armes, que ce soit directement ou indirectement à l'Ukraine, et plus il renforce les sanctions contre la Russie, plus les dirigeants russes vont se dire « cet homme n'est pas digne de confiance ». Il prétend vouloir la paix, et pourtant il intensifie la guerre de Biden. Il veut clairement détruire la Russie aussi. Nous ne devrions accorder aucun crédit à ces paroles. Et pourtant, le président russe Poutine s'est montré très magnanime et élogieux à l'égard de toutes les initiatives diplomatiques de Trump, essayant d'ignorer les escalades autant que possible. Et Trump continue de le poignarder dans le dos. Enfin, ou peut-être pas le poignarder dans le dos, c'est sans doute une mauvaise expression, mais vous savez, il sabote toutes les initiatives de paix russo-américaines qui avaient été préalablement convenues. Il a fait ça à Anchorage. Les Russes pensaient avoir un accord avec Trump et il s'en est retiré. Et maintenant, encore une fois, la Russie pensait avoir un accord avec Trump, puis il l'a modifié avec ces clauses empoisonnées dont j'ai parlé. La taille de l'armée fixée à 600 000 hommes au lieu de probablement 200 000, ce qui était sans doute le chiffre convenu auparavant. Et puis bien sûr, la région du Donbass, selon le plan de paix, en 28 points, devait être une zone neutre, une zone démilitarisée, en ce qui concerne le territoire que l'Ukraine devait rendre à la Russie. C'était inacceptable pour la Russie. Et puis bien sûr, 100 milliards de dollars de réparation. Désormais, dans la contre-proposition européenne, cela s'élevait à 300 milliards de réparation. Et dans ce nouvel accord, le plan de paix en 19 points, il n'y a absolument aucune limitation quant à la taille de l'armée ukrainienne ou aux armes qu'elle peut posséder. Comme vous l'avez mentionné, la question numéro 1 pour la Russie, la raison de son invasion, est que l'Ukraine devienne un pays définitivement neutre, comme elle l'était sous sa constitution d'avant 2019, et qu'elle ne rejoigne jamais l'OTAN. Et maintenant, Rubio a supprimé cette clause. Ainsi, Rubio s'est exposé plus que jamais comme le principal obstacle à la paix du côté américain. Vous vous souvenez, après la rencontre entre Donald Trump et Poutine en Alaska, avant la réunion, Trump parlait d'un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Puis, il a changé d'avis. Après la rencontre, il a déclaré « Oh, pas de cessez-le-feu. Nous allons trouver une sorte de solution pour un règlement en Ukraine. » Ensuite, il est allé au Royaume-Uni, est revenu aux États-Unis et a totalement changé de position sur le cessez-le-feu. Pensez-vous que Donald Trump soit vraiment à ce point? Enfin, on dirait qu'il devient. Comment voyez-vous la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis? Quelle sorte d'influence ou de levier exerce-t-il sur l'administration Trump? Eh bien, cela ne devrait avoir aucune influence sur l'administration Trump, car jusqu'à récemment, l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis avait mené campagne et travaillé pour vaincre Trump lors de la dernière élection. Et bien sûr, Zelensky aussi. Vous savez, Zelensky est venu encourager les gens à voter pour des sénateurs démocrates lors de l'élection de 2022, en quelque sorte. Je ne pense pas qu'il ait jamais fait campagne pour Kamala Harris, mais il travaillait à affaiblir le Parti républicain et à nuire à Trump, dont il savait à ce moment-là qu'il allait se représenter. Donc le président Trump, il donne simplement l'impression d'être faible. Les néoconservateurs affirment qu'il montre de la faiblesse lorsqu'il essaie de trouver un compromis avec la Russie, mais la plus grande faiblesse qu'il ait jamais montrée, c'est lorsqu'il s'est complètement plié à Zelensky, qui, comme il l'a justement déclaré en février, est un dictateur sans élection.
C'est un homme, un dirigeant autocratique, qui tue son propre peuple et emprisonne ses opposants politiques. 70 000, selon l'un des journalistes les mieux notés d'Ukraine, 70 000 prisonniers politiques que Zelensky aurait rassemblés dans leur prison politique. Il mène cette guerre, il vole de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je veux dire, les 100 millions de dollars ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mes rapports indiquent qu'environ 1,5 milliard de dollars ont été détournés par le régime de Zelensky à partir de l'aide américaine et d'autres sources étrangères. Donc, vous savez, il soutient un dictateur corrompu qui vraiment, tout ce que les gens affirment à propos de Poutine est encore plus vrai à propos de Zelensky. L'Ukraine d'aujourd'hui est plus un État totalitaire que la Russie. La Russie est plus libre. Et bien sûr, vous savez, ils envoient des volontaires pour combattre dans la guerre en Ukraine. Pas de conscrits. Alors qu'en Ukraine, on enlève de jeunes hommes dans la rue pour, vous savez, les envoyer se battre en première ligne après 3 jours d'entraînement, les envoyant en gros se suicider. Et c'est pour cela que la guerre est si impopulaire en Ukraine. Elle reste assez populaire en Russie, mais très impopulaire en Ukraine. Je pense qu'environ 20% des Ukrainiens veulent continuer à faire la guerre et qu'environ 80% veulent la paix, prêts à céder des terres pour la paix. Et le soutien à Zelensky a chuté, je crois, à environ 9% ou jusqu'à 16%. Que peuvent-ils faire d'autre pour l'Ukraine, à votre avis? Comme vous l'avez mentionné, il ne semble pas que la guerre se termine de sitôt. Mais que peuvent-ils encore faire pour l'Ukraine? Vont-ils envoyer des missiles à longue portée? Eh bien oui, il a été rapporté plus tôt, je crois à la fin de cet été, que Trump avait autorisé la vente de 3550 missiles de croisière aéroportés ERAM à l'Ukraine. Ceux-ci seraient tirés depuis des avions F-16. Les seuls autres appareils capables de les lancer seraient les avions d'attaque Su-24, et je pense que l'Ukraine en possède peut-être une poignée, probablement une vingtaine, qui n'ont pas encore été détruits. Donc, vous savez, un maximum de 100 avions, probablement plus près de 50, pourraient tirer ces missiles en profondeur à l'intérieur de la Russie. Leur portée est d'environ 400 km. Ils pourraient donc atteindre l'oblast de Moscou, mais pas la ville de Moscou. L'un des aspects intéressants du plan de paix en 28 points que j'ai mentionné dans mon dernier article de Real War News est que nous retirerions notre garantie de sécurité pour eux. Mais cela impliquait que si l'Ukraine lançait des missiles sur d'autres cibles russes, villes, civils, sites militaires, et que la Russie envahissait en réponse, nous pourrions potentiellement déclarer la guerre à la Russie. C'est donc l'un des principaux problèmes de son plan de paix initial. Ce plan de paix en 19 points est encore plus absurde que celui-là. David, penses-tu que l'Europe est en train de se militariser? Parce que son économie ne se porte pas très bien en ce moment. Il parle de la militarisation de l'Europe. Ajouter plus de soldats, plus d'armes, moderniser, produire davantage d'armement. Comment vois-tu l'Europe alors que la guerre en Ukraine se poursuit? Eh bien, je veux dire, les dirigeants européens comprennent qu'ils n'ont aucune capacité à rivaliser avec la Russie. La Russie dépense plus pour son armée que l'ensemble des 30 États membres européens de l'OTAN réunis en parité de pouvoir d'achat. Elle peut produire environ 4 fois plus de munitions d'artillerie lourde que l'ensemble de l'OTAN. Et cela vaut aussi dans de nombreux autres domaines. Je veux dire, les États-Unis n'en fabriquent même plus. Vous savez, nous n'avons pas construit un nouveau char à partir de zéro, je crois, depuis 1989, en ce qui concerne les chars M1 ou d'autres véhicules blindés lourds ou similaires. Et la Russie en produit entre 1000 et 1500. Donc vous avez raison,
les dirigeants européens essayent, vous savez, de se remilitariser, de reconstruire leurs industries. La Russie, vous savez, la Russie et la Chine produisent toutes deux. Elles ont déjà mis en place une économie de guerre et fabriquent en masse des systèmes d'armes à un rythme que nous n'avions pas vu depuis la guerre froide, en particulier en Union soviétique. Et vous savez, tout cela ne sert à rien, car la Russie est une menace que nous avons nous-mêmes créée. Si nous n'avions pas élargi l'OTAN pour inclure l'Ukraine comme un État membre de facto, et certainement les pays baltes, nous aurions la paix avec la Russie, et il n'y aurait plus de menaces conventionnelles ou nucléaires venant de la Russie. Nous pourrions collaborer avec la Russie sur le plan économique et peut-être même sur des questions de sécurité, comme Poutine, bien sûr, l'a mentionné lors de son entretien. Je crois que c'était l'année dernière, en février, à Moscou avec Tucker Carlson, qu'il a en fait demandé à rejoindre l'OTAN. Vous savez, il a dit « La Russie pourrait-elle rejoindre l'OTAN » Je crois qu'il a dit cela à Bill Clinton. Je sais aussi qu'il a dit la même chose à Bush en 2002. Donc, vous voyez, à 2 reprises, le président Poutine a clairement indiqué que la Russie était intéressée par l'idée d'envisager une adhésion à l'OTAN en tant qu'allié des États-Unis. Et, vous savez, l'Ukraine aurait pu rejoindre l'OTAN en même temps, et la Russie n'y aurait vu aucun inconvénient. Et l'Ukraine aurait conservé 100% de son territoire. Et vous savez, toutes les occasions que la Russie a offertes, y compris l'accord d'Istanbul, où elle proposait de retirer toutes les troupes russes du territoire ukrainien d'avant-guerre, dans le cadre de l'accord de mars-avril 2022, ont été rejetées par l'Occident et par Volodymyr Zelensky. Alors, vous savez, la Russie reste bien plus attachée à la paix que n'importe quel autre pays. Trump est parfois engagé pour la paix, et parfois il revient à soutenir la guerre. Il s'est révélé être un partenaire peu fiable. Et ce n'est pas ce que je voulais dire pendant cette interview. Je voulais féliciter le président Trump pour, et je le fais, le plan de paix en 28 points. Mais si en réalité, il soutient ce plan de paix en 19 points, il sera tout aussi belliciste que Marco Rubio. David, tu as mentionné que Zelensky et l'ambassadeur britannique aux États-Unis avaient essayé d'aider les rivaux de Donald Trump pendant l'élection. Allons plus loin et parlons de Lindsey Graham. Quand Donald Trump était dans une mauvaise posture après le 6 janvier et tout ce qui s'est passé durant ces jours-là, ceux qui sont restés à ses côtés, même pendant Russiagate, tu t'en souviens, nous avions Rand Paul qui le soutenait, même Marjorie Taylor Greene qui le soutenait. Ce sont des membres qui l'ont appuyé sans rien demander en retour. Mais maintenant, Donald Trump se retourne contre tous et se rapproche de Lindsey Graham. Ne penses-tu pas qu'il se passe quelque chose d'étrange avec Donald Trump lui-même? Oui, vas-y. Oui, le président Trump a, vous savez, en quelque sorte prouvé avec ses dernières frasques, en louant celui qu'il appelle le député Donny, le maire élu de New York à la Maison-Blanche, en disant quel bon maire il sera. Ce sera un grand maire. Et en même temps, en traitant Marjorie Taylor Greene, l'une de ses principales alliées à la Chambre des représentants, de traîtresse parce qu'elle ne soutient pas Israël et parce qu'elle a soutenu la publication des dossiers Epstein. Elle a en quelque sorte forcé la main de Trump avec Thomas Massie, Anna Paulina Luna et Nancy Mace à la Chambre des représentants à faire un virage à 180 degrés et à soutenir la publication des dossiers Epstein, que Trump estime à tort ou à raison susceptible de nuire à sa présidence. Il pense probablement à juste titre que si tout était publié intégralement, sans censure, eh bien ce serait vraiment un comportement insensé. Mais ce qu'il a essentiellement démontré, c'est que le MAGA n'est pas une idéologie. Nous pensions que rendre à l'Amérique sa grandeur signifiait l'Amérique d'abord, mais non.
Ce n'est pas l'Amérique d'abord, c'est Trump d'abord. Et vous savez, c'est selon les changements de Trump. Trump change ses principes ou ses allégeances. Envers les démocrates, envers un maire marxiste et socialiste de New York qui se trouve être musulman, ou envers quelqu'un comme Lindsey Graham qui fait l'éloge de Trump mais tente de s'opposer à toutes ses politiques de paix. Donc, pendant qu'il condamne Massey et Marjorie Taylor Greene comme des traîtres, alors qu'ils défendent l'America First bien avant Trump, enfin dans le cas de Massey, avant Trump, Marjorie Taylor Greene, bien sûr, n'a rejoint la Chambre qu'en 2020 et a attribué à Trump sa conversion à sa position politique America First. Cela envoie vraiment un message aux républicains au Congrès. Tout comme avec Poutine, on ne peut pas faire confiance à Trump. Il se retournera en un instant contre tous les fidèles de son parti, et c'est très démoralisant. Et malheureusement, vous savez, je suis républicain de toujours, et j'ai toujours soutenu les républicains, à de très rares exceptions près. En ce qui concerne mes votes, cela envoie un message, avec les élections de novembre 2025 en Virginie, et dans le New Jersey, je parle des élections au poste de gouverneur, que les républicains sont en passe de perdre environ 40 sièges à la Chambre. Et je viens de lire que les départs à la retraite chez les républicains vont bientôt exploser. Donc Marjorie Taylor Greene n'était pas une exception. Elle fait simplement partie des premières à annoncer qu'elle va se retirer. Et malheureusement, quand cela arrive, cela renforce encore davantage la vague bleue, comme nous l'avons vu en 2006. Nous avons observé la même chose lorsque les républicains ont contrôlé la Chambre pendant 12 ans, puis tout le monde savait qu'ils allaient la perdre. Et peut-être aussi en 2018, lorsque les démocrates ont pris le contrôle. Donc, c'est très sombre du point de vue républicain. Comment voyez-vous le mouvement MAGA? Le mouvement MAGA, essentiellement à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk. On observe une sorte de division, une sorte de fracture au sein de MAGA. Et vous avez mentionné Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie. Ces personnes faisaient partie de MAGA, mais aujourd'hui, elles affirment que ce que fait l'administration Trump n'est pas conforme à la manière dont elle voulait que les choses soient faites. D'un autre côté, on voit des personnes qui n'ont jamais fait partie de MAGA diriger l'administration. Vous avez mentionné Marco Rubio. Marco Rubio n'a jamais été MAGA. Alors comment voyez-vous le mouvement? Parce qu'après tout, j'ai vraiment le sentiment que J.D. Vance pourrait être l'un des principaux candidats pour 2028. Comment voyez-vous le mouvement MAGA et le soutien qu'il pourrait apporter à quelqu'un comme J.D. Vance? Vont-ils le faire évoluer? Vont-ils le détruire de l'intérieur? Je ne sais pas ce qui se passerait alors. Eh bien, je pense que l'avenir du mouvement MAGA, et je suppose que je n'aime plus vraiment utiliser MAGA, parce que MAGA signifie essentiellement Trump d'abord. L'avenir du mouvement conservateur America First à un certain niveau est prometteur. J.D. Vance est en train d'écraser Marco Rubio dans les sondages. Il est à environ 43% et Rubio, je crois, à 3%. Je veux dire, Rubio a indiqué à plusieurs reprises qu'il ne comptait probablement pas se présenter à la présidence. Je pense qu'il aimerait être le vice-président de J.D. Vance. Et c'est une dynamique intéressante, car bien sûr, Vance est beaucoup plus jeune que Rubio. Mais c'est bien plus réaliste, parce que Rubio n'a vraiment aucune chance, à moins d'obtenir le soutien de Trump. Si Trump sortait et apportait son soutien à Rubio, alors il pourrait devenir un candidat sérieux. Je pense que Rubio perdrait quand même face à Vance. Donc c'est très encourageant, parce que J.D. Vance a été favorable à la paix. Il a été le chef de l'opposition à la guerre de Biden en Ukraine pendant son mandat au Sénat, avant d'être choisi comme colistier de Trump à la vice-présidence. Donc c'est très positif de ce côté-là.
Le problème, c'est que Trump prépare la défaite de Vance. Tout le monde sait que Vance va être le favori. Il va se présenter comme le porte-étendard républicain à la présidentielle de 2028. Mais il nous reste encore 3 ans. Et si Trump continue avec ses politiques America Last, surtout en matière de politique étrangère, c'est un enjeu clé pour le mouvement America First. Il faut ramener les troupes américaines à la maison et arrêter de mener ces guerres sans fin, de provoquer des guerres sans fin. Je veux dire, je pense que, vous savez, les conservateurs America First pourraient pardonner à Trump s'il décidait d'agir contre le Venezuela et de mener des frappes, ou vous savez, d'utiliser l'armée contre Maduro. Parce que vous savez, c'est un peu ce que nous avons toujours fait, à tort ou à raison. Je suis partagé sur le fait que ça serait justifié ou non, mais je pense qu'il serait bien plus justifié d'agir contre un dictateur marxiste au Venezuela, de libérer le peuple là-bas, puis de retirer toutes nos troupes, que de risquer une guerre nucléaire avec la Russie à propos de l'Ukraine ou une guerre nucléaire avec la Chine à propos de Taïwan. Donc oui, tu sais, je pense que Trump doit rejeter. Il doit s'opposer fermement au plan de paix en 19 points de Rubio. J'aimerais le voir, tu sais, renvoyer Rubio de son poste de secrétaire d'État, ou au moins le forcer à démissionner de son rôle de conseiller à la sécurité nationale par intérim. Je veux dire, l'idée que Rubio occupe ces 2 fonctions est ridicule. Il est impossible qu'un seul homme fasse ça. Ce sont 2 emplois à plein temps. Donc en gros, il demande à Rubio de faire 2 emplois à temps partiel en même temps. Et nous avons vu au cours des 6 derniers mois que la politique étrangère des États-Unis a pris une très mauvaise direction sous le contrôle de Rubio. Tu te rends compte? Il est à la fois Anthony Blinken et Jake Sullivan. C'est incroyable. 2 postes importants. Et il ne parle pas beaucoup, David. Il n'est pas très expressif sur ses politiques, il agit surtout en coulisses. Et c'est pour cela que la plupart du temps, nous ne savons pas ce qu'il pense, ni ce qu'il va faire. Comme tu l'as mentionné, avec ce plan en 19 points, il est allé en Europe, a parlé à Genève, a rencontré des Européens et des Ukrainiens, a modifié tout le document, puis est revenu. C'est tellement étrange. Je pense que si je me mets à la place des Russes en ce moment, ils doivent être vraiment perdus quant à ce qui se passe avec l'administration Trump. Oui, c'est vraiment intéressant. J'ai donné 4 autres interviews à des médias au cours des dernières 24 heures, avec d'autres podcasteurs comme toi. Et toutes étaient plutôt optimistes, tu sais, en train de louer Trump, disant que ce plan en 28 points est notre meilleure chance pour la paix. Et puis tu vois, on découvre que Rubio l'a jeté à la poubelle, vraisemblablement avec le soutien de Trump, parce que je ne pense pas que Rubio prendrait ce genre de décision, détruire complètement le plan de paix en 28 points de Trump sans l'approbation de Trump. Donc, tu vois, Trump semble surtout avoir subi une greffe de cerveau. Peut-être qu'il a été remplacé par des extraterrestres voleurs de corps, je suppose, au cours des dernières 24 heures, parce que c'est l'impression que ça donne. Et c'est pour ça qu'il y a autant de confusion, comme vous l'avez mentionné, en Russie, parce que les Russes, je suppose, sont assez naïfs. Vous savez, Poutine et d'autres dirigeants, naïfs, disons, dans le bon sens, en ce qu'ils croient que Trump est sincère. Et je pense qu'il l'est. Mais en vieillissant, c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis devraient interdire au président de servir au-delà de 75 ans. Parce que, alors que Trump s'apprête à fêter ses 80 ans l'année prochaine, le 14 juin, il n'a rien à voir avec Biden. Biden était absolument le pire. Il était en état de mort cérébrale. Il était physiquement incompétent. Trump est très malin. Il a une vraie maîtrise des médias. S'il souffre de démence, elle est très très légère. Il a de la répartie.
Mais il a tendance à faire d'énormes revirements en politique étrangère. Il a condamné Mitt Romney pour ses volte-face, et pourtant, c'est lui le plus grand girouette de l'histoire politique américaine. Et vous savez, c'est très regrettable, car son instinct le pousse toujours dans la bonne direction, être en faveur de la paix. Et, comme je l'avais averti en novembre dans The Real War, sur mon Real War Substack, en engageant ces néoconservateurs comme principaux conseillers en politique étrangère, il est apparemment connu pour faire ce que la dernière personne lui a demandé. Tu sais, en gros, il répète toujours ce que la dernière personne à lui avoir parlé lui a dit, comme dans le cas de Zelensky. C'était « Nous allons simplement suivre le plan de paix de Zelensky le 17 octobre ». Et maintenant, c'est Marco Rubio, je suppose, qui lui dit qu'il faut obtenir le soutien de l'Ukraine et de l'UE. Sinon, le plan de paix ne fonctionnera pas. Alors qu'en réalité, le seul pays dont il a besoin de l'approbation, c'est la Fédération de Russie. Parce que les États-Unis, comme nous l'avons évoqué, ont la capacité de forcer les dirigeants de l'UE et Zelensky à accepter à peu près tout ce sur quoi les États-Unis et la Russie s'entendent. Dans certaines limites, bien sûr. David, je crois vraiment que le lobby israélien est très puissant. Mais en ce moment, avec le cas de l'Ukraine, il semble que le lobby ukrainien soit encore plus puissant. Le lobby qu'ils ont aux États-Unis est incroyable. La manière dont ils sont capables de faire cela. Eh bien, je pense que le lobby israélien est en réalité bien plus puissant que celui de l'Ukraine. Et le plus fou, c'est que Trump, tu sais, il est resté fidèle à ses positions. Même si Netanyahou a violé le cessez-le-feu, il n'a pas repris d'opération militaire majeure visant, tu vois, à anéantir davantage le peuple Qassem depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu. Et pourtant, en ce qui concerne Zelensky, l'Ukraine est probablement le deuxième lobby étranger le plus puissant aux États-Unis. Zelensky et l'Union européenne réunis sont capables de dicter la politique étrangère américaine. Nous sommes censés être une superpuissance, et l'Ukraine est censée être un petit protectorat militaire, avec seulement 28,7 millions d'habitants, ce qui représente, tu sais, probablement 8 ou 9% de la population des États-Unis. Et pourtant, c'est Zelensky qui donne ses ordres à Trump. C'est donc très décourageant en tant qu'Américain de voir les États-Unis humiliés à ce point. C'est tout simplement très embarrassant. David, nous avons appris aujourd'hui de l'ambassadeur d'Iran en Russie que la Russie a proposé un plan de défense, un pacte de défense. L'Iran, la Russie et d'autres pays qui craignent une attaque de l'OTAN se rapprochent. Penses-tu que ces pays vont réellement former une sorte d'alliance, ou bien qu'ils sont déjà en train de la mettre en place sans le dire? Eh bien, ce sont des alliés officiels. L'Iran, bien sûr, est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai depuis 2022. L'Inde et le Pakistan font également partie de cette alliance. Évidemment, l'Inde et la Chine ont connu des affrontements frontaliers aussi récemment qu'en 2020. Mais cette même année, elles ont conclu une sorte d'accord de paix frontalière et elles ont maintenu cette paix depuis 5 ans. Vous savez, le Premier ministre indien Modi s'est rendu pour rencontrer Xi Jinping. Il a assisté à la réunion de l'OCS à Pékin. Pékin a organisé un immense défilé militaire. Poutine était présent, ainsi que tous leurs alliés. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un était présent, et je pense que le président de l'Iran l'était aussi. Je crois donc que c'est une erreur de ne pas reconnaître que quelle que soit la durée de leur alliance, la Corée du Nord, l'Iran, la Chine et la Russie sont aujourd'hui des alliés militaires très proches. Leur alliance forme un bloc bien plus puissant qui surpasse l'alliance occidentale dirigée par les États-Unis, l'OTAN, le Japon et nos autres partenaires, en termes d'armes nucléaires et de puissance militaire globale. La Chine, bien sûr,
possède la plus grande armée, la plus grande marine, la plus grande force aérienne, la plus grande garde côtière et la plus grande force de missiles balistiques à capacité nucléaire. Et ils disposent également d'une base industrielle de défense, probablement 5 à 6 fois plus grande que celle des États-Unis eux-mêmes. La Russie possède aussi une très grande base industrielle de défense. Elle n'est pas tout à fait aussi vaste que celle des États-Unis, mais elle atteint de plus en plus un niveau où elle peut commencer à nous rivaliser en tant que concurrent quasi-pair à cet égard. Ainsi, les États-Unis font face à une menace existentielle de la part de l'alliance sino-russe. Et vous savez, l'ironie, c'est que les néolibéraux pensent que ce sont nos alliés, comme le Monténégro et la Macédoine du Nord, qui nous rendent plus puissants et font craindre les Russes. C'est exactement le contraire lorsqu'il s'agit de renforcer notre sécurité. Les États-Unis feraient bien mieux, et je ne préconise pas cela, d'abandonner tous nos alliés occidentaux et de nouer de meilleures relations avec la Russie et la Chine. Nous serions bien plus en sécurité en entretenant de bien meilleures relations avec Pékin et Moscou qu'en exécutant les volontés de Zelensky et de Liu Appel avec ce plan de paix en 19 points. C'est là que devrait se concentrer l'attention. Je sais que Trump, au plus profond de lui-même, souhaite établir un partenariat géostratégique avec la Russie, qui impliquerait une coopération économique massive, voire technologique. Cela figurait essentiellement dans l'un des 28 points de son plan de paix initial, publié il y a un peu moins d'une semaine. Il semble que ce point ait probablement été retiré de la dernière version du plan de paix, qui paraît avoir été rédigé à la main par Volodymyr Zelensky. Tu sais ce qui est incroyable? Nous avons appris du président du Parlement iranien que pendant la guerre entre l'Iran et Israël, le 6e jour de la guerre, la personne de l'administration qui les a appelés était J.D. Vance. J.D. Vance appelait les Iraniens pour trouver une solution à la guerre. Ce n'était pas Marco Rubio. Cela montre à quel point, à mon avis, l'administration est divisée. Oui, tu sais, il y a une grande ironie là-dedans. Si Trump avait choisi Rubio comme vice-président et lui avait donné le même rôle qu'il a donné à Vance, et s'il avait nommé Vance secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale par intérim, aucune de ces erreurs ne se produirait. Vance serait en grande partie responsable de la politique étrangère des États-Unis. Nous aurions un accord de paix avec la Russie. Tu sais, Vance ne se serait pas soucié de ce que l'Ukraine avait à dire. Vous savez, nous aurions certainement évité une guerre avec Taïwan si Trump avait suivi les conseils de Vance et évité toutes ces erreurs non forcées. Nous aurions une paix durable avec l'Iran. En ce moment, cela semble assez fragile, car il y avait des rumeurs. Juste autour du 28 juin, environ 6 jours après que Trump a bombardé l'Iran, selon lesquelles il aurait dit, après avoir faussement affirmé, que nous avions détruit le programme nucléaire iranien. Eh bien, nous pourrions devoir bombarder l'Iran à nouveau s'ils essayent de le reconstituer. Donc vous voyez, ça n'a pas été retardé de plusieurs années. Peut-être de 3 mois, mais certainement pas de plusieurs années. Oui, il me semble, après tout. Tu sais, tu as mentionné si J.D. Vance était secrétaire d'État. Mais ce sont Tucker Carlson et les personnes proches de Donald Trump à l'époque qui parlaient de choisir ces gens pour des postes comme celui de secrétaire d'État. Leur principal argument était que si Rubio était vice-président, quelqu'un pourrait assassiner Donald Trump et mettre Marco Rubio à sa place. C'était l'une des principales préoccupations pour des gens comme Tucker Carlson, et c'est pourquoi ils ont poussé pour que J.D. Vance soit vice-président à la place de Rubio. Il se passe beaucoup de choses au sein de l'administration.
Oui, non, je pense que c'est tout à fait juste. J'ai pensé la même chose. J.D. Vance est un conservateur américain, plus attaché à ses principes et plus favorable à la paix que Trump ne l'a jamais été. Et donc, vous savez, ce qu'il déteste le plus chez Trump, c'est qu'il s'est présenté en 2016 sur une plateforme prônant la paix avec la Russie, alors qu'ils avaient déjà diabolisé la Russie comme une sorte d'épouvantail dans le faux scandale de collusion Trump-Russie. Les démocrates se sont ainsi enfermés dans une impasse, sachant que la Russie n'était pas, vous savez, un ennemi cherchant à détruire les États-Unis ou à entrer en guerre avec eux. Ils ont quand même dépeint Poutine de cette manière, à tort. Et donc, vous savez, ils ont essayé de faire tomber la candidature et la présidence du président Trump. Ils ont réussi à l'empêcher d'établir une paix durable avec la Russie pendant son premier mandat, comme il l'avait initialement prévu. Ensuite, Trump a commencé très fort au cours des 3 premiers mois et demi de son second mandat, poursuivant la paix avec la Russie à fond. Depuis, les néoconservateurs et les néolibéraux ont pris le dessus. Je soupçonne que les démocrates vont être très favorables à ce nouveau plan de paix en 19 points, et que toutes les personnes qui détestent Trump finiront par le louer pour avoir fait ce qu'ils veulent qu'il fasse. Exactement. Oui, exactement. Je ressens vraiment la même chose. Merci beaucoup, David Pine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de vous parler à nouveau. Merci, David. Gamma Stavti Nings at toi. See you soon. Bye-bye. À bientôt. Au revoir.